Son œuvre majeure résulte de cours qu'il a donnés en Angleterre dans les années 30, alors qu'il revenait d'Autriche où il avait été pendant longtemps journaliste. Et au fond, donnant des cours dans le cadre d'école du Parti travailliste anglais, il a été amené à s'intéresser à l'histoire économique anglaise et à ce qui se passait sous les yeux, c'est-à-dire la grande transformation, précisément cette grande mue du capitalisme dans les années 30. Le contexte, c'est un enseignant qui découvre un monde nouveau. Il connaissait l'Angleterre essentiellement de façon livresque, et il s'est frotté à la réalité anglaise, à la réalité d'une classe ouvrière qui s'était constituée après un désastre culturel, comme il expliquera au XIXe siècle, mais lui qui avait tendance un peu à idéaliser le monde britannique. Précisément là, il est rentré dans le détail de la fabrique du diable, comme il l'a appelé lui-même par la suite. Donc son livre résulte d'une série de cours donnés dans les années 30, et il sort en 1944, ce qui est quand même une date importante, et il essaye de s'interroger, comme il le dit, aux origines de notre temps. Bon. Très clairement, si en une phrase on pouvait résumer la problématique de l'ouvrage, et là je vais citer de mémoire La Grande Transformation, pour comprendre le fascisme allemand, nous allons retourner à l'Angleterre de Ricardo, et il faut le faire. Comment décrire ce qu'il appelle lui-même la nouvelle économie? Le mot est quand même assez intéressant, qui se constitue en une forme de totalité cohérente à la fin du XIXe siècle. Bon. Pour lui, ça repose sur un certain nombre d'institutions et de croyances. La première, c'est peut-être l'État noir, justement, c'est-à-dire une monnaie mondiale qu'on n'a jamais vraiment retrouvée depuis. Deuxièmement, évidemment, le principe du marché autorégulateur. Cette idée que les marchés se connectent entre eux et sont capables de régler de façon suffisante les besoins économiques essentiels et, in fine, la vie sociale. Car il n'est pas de vie sociale sans économie. Et si vous rendez la société dépendante de l'économie, vous inventez un déterminisme économique qui jusque-là n'était pas connu. Un troisième aspect, c'est ce qu'il appelle l'équilibre des puissances. C'est-à-dire que cela a pu marcher, notamment en Europe, parce que une certaine alchimie s'était construite dans la politique de l'époque. Bon, le problème de cet équilibre de puissance, c'est qu'il a été rompu. Il a été rompu parce qu'on a construit petit à petit, dans le biais de la politique européenne, deux blocs antagonistes dans les années 1900-1910. Et puis, pour finir, quelque chose qu'on cite moins dans son œuvre, c'est ce qu'il appelle la haute finance, qui pour lui avait l'intérêt, cette haute finance, d'être le seul vecteur supranational qui permettait de coordonner des économies au fond assez dissemblables. Polanyi est un penseur effectivement de la première mondialisation. Il essaie de penser les raisons de cet échec qui pour lui était incluse dans le projet. Il a voulu repenser et dépasser le marxisme à l'époque des fascismes. Je crois que c'est ça. Le fascisme était quand même quelque chose de difficile à comprendre pour le marxisme traditionnel et ordinaire. Et que dans ces conditions très particulières qu'a traversé l'Europe, eh bien Polanyi donne une réponse, une nouvelle interprétation qui est fondée et sur l'histoire et sur l'anthropologie et qui revisite effectivement très largement ce que le marxisme a pu donner. N'oublions pas le point de départ. Polanyi veut penser une catastrophe. Cette catastrophe, c'est le fascisme allemand. Il le désigne très nettement. Cette guerre contre l'humanité dont il parle en 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir. Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, si on remonte à l'Angleterre de Ricardo, ça veut dire qu'on va essayer effectivement, décrire le mouvement d'une société qui va la pousser vers l'abîme. Ce qui nous a conduit au désastre, c'est l'idée que l'intervention dans les mécanismes économiques était un mal. C'est l'idée qu'à partir du moment, ça c'est la grande croyance, on dirait maintenant néolibérale, toute intervention économique
porte en elle-même la menace du totalitarisme et du fascisme. Alors que c'est le contraire qui est vrai pour Polanyi. Donc, à partir du moment où on pense que légiférer sur l'économie, organiser la vie bonne, et donc les marchés, et donc des formes de planification en circonstances est un mal, c'est ça qui est la source du mal. Il y a donc une inversion. Le libéral pense que le pouvoir est la source du mal. Polanyi pense que justement, ce qui est mal, c'est une forme de démission morale par rapport à la nécessité de la question politique. Ce qui caractérise la situation dans les années 20-30, il ne faut pas l'oublier, c'est la montée de la démocratie politique et le fait qu'effectivement, une économie complexe, une société industrielle développée, ne peut pas faire l'économie d'une régulation politique de ses contradictions, et qu'à partir du moment où, effectivement, la démocratisation, la montée des partis ouvriers, fait que, comme le dit Polanyi, le politique est investi par la classe ouvrière qui essaie de se défendre de l'autorégulation marchande, cependant que l'économie est fondamentalement liée à l'initiative des propriétaires, il y a une contradiction entre la fonction économique et la fonction politique d'une société. Et à partir du moment où cette contradiction vire à l'antagonisme, où il n'y a plus de régulation des difficultés économiques de la société, à partir de ce moment-là, ça précipite le fascisme. Ça ne veut pas dire que la crise serait liée à la démocratisation de la société. Ça veut dire que dans une société démocratique où il y a une représentation populaire, il est clair que les membres de cette société refusent d'être traités, je dirais, comme une tomate dont le prix peut varier à quasi zéro ou être avarié. Si le capitalisme implique que la force de travail n'ait plus de valeur, l'opposition démocratique, la représentation politique s'y opposera. Et là, on a une contradiction entre le système. Comment la résoudre? Eh bien, si un système social est bloqué de cette façon-là, soit c'est une révolution sociale, pourquoi pas de type marxiste, soit effectivement l'impasse fasciste, ça consiste en réalité à instituer une révolution qui va empêcher toute forme de révolution authentiquement sociale. Le fascisme n'est pas inscrit comme une nécessité. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la réponse actuelle, on le voit bien, ce que j'ai appelé cette nouvelle idéologie des élites de la démocratie sans souveraineté, ça c'est typique d'une ère post-fasciste, c'est-à-dire comment dans une société de consommation, effectivement, on va pouvoir faire coexister ce que le fascisme a voulu supprimer, c'est-à-dire l'égalité politique, parce qu'en gros c'est ça le fascisme, ni plus ni moins. Eh bien, c'est un... Je veux dire, dans l'ère post-fordiste, on a un autre type de réponse à ça. On se rend compte que, au mieux, l'Europe a construit ce monstre qu'on peut appeler une démocratie sans souveraineté. Ce n'est pas un hasard si des spécialistes de Weber comme Colliot-Hélène, eux, s'en satisfassent. Mais justement, les gens qui prennent au sérieux l'idéal démocratique savent qu'à partir du moment où on disjoint la liberté de la souveraineté, c'est tout simplement l'idée d'une démocratie profonde et authentique qui est mise en cause. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on respecte formellement les libertés, en empêchant aux gens de prendre des décisions au nom de la raison technocratique, comme on le fait en Grèce maintenant, il est clair qu'on est en train de produire un désenchantement par rapport à la politique qui sera peut-être le signe énonciateur de temps beaucoup plus inquiétants. Je veux dire, ceux qui vantent une démocratie sans souveraineté ne se rendent pas compte que c'est une nouvelle forme post-fasciste, pour le coup, du règne des élites. On n'est pas dans le totalitarisme, et je pense qu'à cet égard, il faut faire des distinctions. Le fascisme a échoué, les élites le savent. Mais en revanche, l'idée qu'on puisse garantir des droits formels aux individus tout en enlevant les choix politiques au peuple souverain lui-même, ça c'est quelque chose qui peut nous mener, je pense, dans des voies dangereuses, très dangereuses.
Polanyi a la modestie de dire que la distinction qu'il fait entre les deux sens du mot économie n'est pas de lui, mais provient d'un économiste autrichien qui s'appelait Karl Menger, qui est mort en 1920, ou 1923. Ma mémoire hésite un peu sur ce point. Cet héritage de Karl Menger, il est très intéressant. Menger, c'est un penseur du marginalisme, c'est-à-dire de l'économie dite néoclassique, qui en gros, alors là pour faire très simple, va dire l'économie c'est la science des choix. Alors c'est Stiglitz même à un moment qui définit l'économie comme ça, mais pour comprendre que cela soit une discipline scientifique, il faudrait peut-être rajouter que cette science des choix ne serait une science que si on présuppose des comportements rationnels chez l'individu. Et ce comportement rationnel s'exerce des fins étant données, comme on dit en sciences économiques, les moyens étant rares et pouvant être utilisés de façon alternative pour réaliser au mieux nos fins. Donc la définition de la science économique que les marginalistes vont contribuer à répandre, c'est ça, c'est cette, j'ai envie de dire, ce fantasme du choix rationnel sous contrainte de moyens. La tradition de l'économie politique n'est pas du tout cette tradition-là. Ricardo y voit le partage des richesses entre les classes de la société, et Marx y voit, dans sa critique de l'économie politique, qui est quand même une forme d'économie politique, un processus de compréhension de la circulation de la richesse sociale, mais surtout, pour lui, de sa production. Quant à l'économie politique, telle que Antoine de Montchrétien l'invente dans son livre en 1615, c'est un certain nombre de conseils qui sont donnés au roi de France pour enrichir les peuples de France et par conséquent l'État et donc la monarchie. On est loin de l'idée du choix. Dans un cas, je dirais, d'Antoine de Montchrétien à Karl Marx, l'idée c'est celui d'un processus matériel qui vient développer les capacités d'action de l'homme sur la nature, fondamentalement. Et on voit bien que cet effort, il est d'emblée social, et Polanyi nous dit, voilà, ça, cette conception-là de l'économie, c'est celle d'un processus institutionnalisé. Si je reviens maintenant à nos économistes marginalistes néoclassiques, eux raisonnent, comme disait Marx, en Robinsonade, c'est-à-dire on se pose la question d'un individu qui va choisir au mieux comment accomplir ses fins. Ce que nous dit Polanyi, c'est qu'au fond, cette représentation que les marxistes diraient bourgeoise individualiste de l'homme correspond à l'idéal de l'homme dans la société de marché qui effectivement essaie de réaliser au mieux ses choix compte tenu des contraintes que sont les prix. Mais on voit bien que cette petite partie de l'histoire humaine qu'est la société de marché devient en quelque sorte le parangon de l'économie, alors que l'économie en tant que telle, substantive, substantielle, comme l'a traduit Bernard Chavance, c'est quelque chose de beaucoup plus important et qui a prévalu bien avant que l'économie en quelque sorte idéale ou idéaliste ou rationaliste des marginalistes la mettent en forme. Polanyi estime qu'il y a trois façons d'intégrer l'économie. Intégrer, ça veut dire donner une stabilité à tout ça. Bon. Donner forme et stabilité à l'économie, c'est-à-dire en fait l'institutionnaliser aussi, on peut parler comme ça. Les processus marchands en font partie. Bon. On a évoqué la question tout à l'heure, l'adaptation, effectivement, de l'offre et de la demande via un mécanisme des prix. Ce mécanisme des prix pouvant être plus ou moins contrôlé selon les sociétés et l'intégration marchande elle-même. Première forme d'intégration, mais la dernière vertu dans l'histoire humaine. Parce que très longtemps, l'humanité a fonctionné avec une autre forme radicalement différente, en tout cas à mon sens, qu'il appelle la réciprocité. C'est l'idée qu'au fond, chaque mouvement qui va d'une partie de la société, de l'individu, attend une contrepartie. Alors, elle n'est pas directe, elle peut être indirecte, elle peut passer par la médiation d'autres groupes sociaux, mais elle fonde une sorte d'attente réciproque. Au fond, la réciprocité, on peut l'analyser comme la création de dettes qui produisent des extinctions de dettes qui ne sont jamais vraiment des extinctions parce que dans la société, il y a toujours des moyens de relancer le flux des obligations et des contre-obligations. Alors on peut parler
Certains vont contester l'usage du mot dette, mais je pense que parfois il peut être légitime. Donc l'idée d'obligation et d'obligation réciproque, ça fonde la réciprocité. On peut interpréter l'économie de partage comme une forme de réciprocité aussi, même si les anthropologues peuvent discuter beaucoup à ce sujet. La troisième forme, Polanyi nous dit, c'est la redistribution. Alors, la redistribution est liée quand même à un moment très particulier, mis en avant par Pierre Clastres, justement. C'est le moment où l'État, ou des formes politiques, des formes de coercition commencent à se dresser dans la société, qui fait qu'il y a une domination, plus ou moins, d'un segment de la société sur les autres. Donc, l'autonomisation du politique, le fait que les richesses, comme le dit Polanyi, soient dirigées vers une main qui redistribue, ça c'est la redistribution. Alors, on peut donner des exemples. Souvent, je me souviens de mon ami Johan César, qui vit au Canada, qui avait quelque temps écrit sur les Inuits. Bon, c'est l'économie de partage des Inuits qu'il décrit, c'est très largement des systèmes réciprocitaires. On peut parler d'économie réciprocitaire. Moi qui me suis intéressé un peu plus à l'économie pharaonique à un moment de ma vie, je puis dire qu'effectivement il y avait des mécanismes de redistribution. La redistribution, c'est souvent des mécanismes de contrôle, parfois très décentralisés, mais fondamentalement, c'est de la redistribution, hein, parce qu'il y a une autorité politique qui veille à tout cela. Quant à l'économie de marché, au mécanisme de marché, en tout cas au sens historique du terme, l'agora grecque en fournit un exemple. Au fond, Polanyi n'a jamais proposé de définition claire du marché en tant que tel, pour une bonne raison, j'y reviendrai. D'ailleurs, les économistes eux-mêmes ont d'énormes problèmes avec ça. La grande encyclopédie de référence des économistes professionnels, jusqu'à son édition du début des années 2000, n'avait pas d'entrée au mot marché. On est très bavard sur les processus de marché, les mécanismes de marché, l'opposition plan-marché. On sait définir le plan, mais pas le marché. Donc, ceci indique un problème très, très sérieux. Alors, ce qui existe, on va essayer de prendre une approche d'abord empirique. Ce qui existe, ce sont des places de marché, comme il l'écrit en anglais, marketplaces. C'est des lieux où, effectivement, selon des prix, d'ailleurs très souvent coutumiers ou très encadrés par des autorités politiques et sociales, donc un certain nombre de producteurs vont venir échanger leurs marchandises. Bon. Ces places de marché existent depuis longtemps, mais il faut le répéter sans doute de façon plus récente que la monnaie elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ces places de marché sont souvent périphériques par rapport à l'ordre social lui-même, en général. Alors, en Grèce ancienne, on a commencé effectivement à développer l'agora, la place de marché, comme une institution de plus en plus importante dans le fonctionnement de l'économie, sans jamais déboucher sur une société de marché au sens où on le connaît nous maintenant, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'intégration des facteurs de production dans un système. L'agora était quelque peu déconnectée du reste. Ceci est une parenthèse. Donc, on voit ce que c'est que la place de marché. Maintenant, lorsqu'on parle de marché, à l'époque moderne, à la différence de l'agora des anciens, clairement, on fait référence à un mécanisme. Au fond, c'est quelque chose d'assez abstrait. Et je propose, m'inspirant de Polanyi, de dire que le marché, c'est une idée. Dire que le marché fonctionne dans une économie, ça veut dire qu'il y a un mécanisme, on a l'idée en tout cas, c'est un mode de connaissance en tout cas de la société, si l'on peut dire, hein, qui permet de penser que, effectivement, l'offre, la demande vont se régler par un processus de prix. La réalité, c'est que on a le schéma de fonctionnement de ceci, sans forcément être sûr que la société se comporte réellement comme ça, mais on va rentrer dans la société de marché à partir du moment où, de façon délibérée, ce qui dans la société ne fonctionne pas selon le mécanisme, on va faire en sorte que cela fonctionne selon ce mécanisme-là. Donc au fond, le marché, c'est une idée qui veut construire la réalité qu'elle prétend décrire. Ceci est vrai du libéralisme, et en ce sens, à la différence de beaucoup d'économistes aujourd'hui, pour moi le néolibéralisme n'est pas substantiellement différent de cela. Simplement, il a développé
dans un certain nombre de discours, je pense à l'ordolibéralisme allemand, sont des gens très lucides, très conscients, qui savaient qu'on avait besoin d'un cadre politique très strict pour faire fonctionner des marchés concurrentiels. Mais la loi antitrust américaine elle-même, de 1913, prouve qu'on avait conscience qu'entre la réalité et ce monde, qui en plus sera un monde de justice, le monde de marché, il y a un tel écart que le droit et la main visible de l'État est obligé de faire fonctionner cette main invisible qui est parfois évanescente ou parfois chaotique. Donc voilà, le marché, c'est une idée qui essaie de se donner corps. Quelque part, je me dis qu'on est un peu dans la théologie dans cette affaire. Et c'est ça. Ce grand marché autorégulateur est une utopie. C'est une fiction, et c'est une fiction qui peut causer à la société et à la nature des dégâts énormes. Bon. Donc la déconstruction commence là, c'est-à-dire que, comme tous les peuples finalement, les Occidentaux et les Chinois maintenant, pas bien différemment des Arapèches, vivent dans des mythes. Et c'est vrai que ce mythe du marché qui pourrait régler la société d'elle-même, au fond, n'a rien de plus fondamentalement juste que l'idée qu'on appartient à la Terre. Nous avons posé que la Terre nous appartenait, on pourrait poser à la limite l'inverse. Donc effectivement, il y a quand même, je dirais, c'est le moment relativiste de l'argument, il y a un moment culturaliste relativiste qui est à peu près évident là-dessus, qui consiste à se mettre à distance en regardant les autres peuples ou aussi ce que nous avons pu être autrefois et ce vers quoi nous avons bifurqué. Faisons un retour en Grèce très rapidement. Le peuple qui a quand même inventé le marché, au sens de cette place de marché qui peut trôner à côté du lieu politique. Ce peuple grec qui étonnait tellement les Perses qui se disaient mais comment peut-on faire de la politique à côté de ce lieu de menteurs et de duperies qu'est cette place où les marchands se rassemblent. Bon. L'économie grecque possédait des marchés. Il y avait des marchés. Mais est-ce qu'on avait affaire à une économie de marché? C'est-à-dire, est-ce qu'on était dans un système où le fonctionnement social dépendait des mécanismes de marché? Ben, la réponse est non. Autrement dit, quand Polanyi dit l'économie humaine est en règle générale immergée dans la société, il veut simplement dire que dans le cours ordinaire des choses humaines, effectivement, l'économie est au service de la société, c'est une pièce du fonctionnement social. Hein. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fin sociale. L'observation anthropologique nous prouve que les sociétés occidentales ont inventé un système économique et social inédit. Alors, déjà, il faut commencer par les faits. Hein. Les Inuits, les Arapèches, tous ces gens-là ne vivaient pas selon le mode marchand. Donc, de deux choses l'une. Soit nous sommes, nous autres occidentaux, la nature enfin trouvée de l'homme, mais là il a fallu du temps. Et comme Marx en riait un peu quelque part en disant, il citait d'ailleurs un auteur américain qui disait qu'il y avait une conspiration étatique et collectiviste qui avait empêché finalement que le marché autorégulateur vienne, etc. Bon. Alors on peut avoir effectivement une théorie libérale conspirationniste du monde où le méchant État, au fond, il n'intéresse à rien et il empêche qu'advienne le cours des choses. Bon. Mine de rien, chez Hayek et Mises, on retrouve des choses de ce genre. Pour moi, c'est une histoire assez grotesque. Hein. Je le lis très tranquillement et de façon assez polémique, mais je retourne en fait complètement l'argument d'idéalisme, comme par hasard, c'est un argument effectivement d'idéalisme. Non, les intérêts sociaux et matériels étaient intriqués, mélangés. On était dans l'embeddedness dans certaines sociétés. Donc voilà, c'est pas que les gens étaient plus gentils que maintenant, c'est que les intérêts sociaux étaient faits différemment et articulés différemment. Le désencastrement est jugé par certains, comme moi-même et Michele Congeni, comme étant effectivement un sésame d'entrer dans la pensée polonienne. Ce qui est nouveau dans la société capitaliste, c'est quand même cette politique qui vise à construire ces marchés-là. Et ceci contraste totalement avec les économies antiques qui, avec les lois sur la nonne et autres, fonctionnent à la stabilisation sociale. Donc l'idée
de soumettre d'une façon volontaire et systématique tous les besoins de l'homme, même les plus élémentaires, et là Weber insistait bien sur cette question, aux mécanismes du marché qu'on appelle faussement des lois, ceci, effectivement, c'est le désencastrement. Et que je sache, même si les gens se font beaucoup de cadeaux dans la société, parce que beaucoup de sociologues insistent là-dessus. Bien sûr qu'il y a des liens sociaux qui sont fondés sur l'échange. Même les riches adorent se faire des cadeaux. D'ailleurs, ils font plutôt des cadeaux entre eux, en règle générale, comme le soulignait Robert Reich. Hein, les dons que font les riches vont souvent dans les lieux où il y a déjà beaucoup de richesse. Bien sûr que le don existe, mais au niveau social général qui nous intéresse là, ce qui caractérise la forme sociale capitaliste, c'est quand même la soumission de la subsistance de l'homme, la soumission de l'existence humaine, et même maintenant, parce qu'on en invente tous les jours des marchandises fictives, du vivant lui-même au marché. Donc, le désencastrement désigne une forme sociale effectivement spécifique, très contradictoire, très chaotique, qui peut mener au fascisme comme Polanyi le pense, mais qui est quand même la singularité occidentale. Alors les marchandises fictives, c'est ce qui n'a pas été créé, ce qui n'a pas été vendu dans l'intention de l'être. Prenons l'exemple de la Terre. La Terre n'a pas été créée pour des opérations d'achat et vente sur un marché. Donc elle est fictive au sens où on la traite comme si elle était produite pour être vendue. Donc effectivement, de ce point de vue, on peut parler de marché. L'homme, c'est pareil. Sauf peut-être dans certains systèmes esclavagistes où les maîtres, justement, peuvent inciter à la prolifération de leurs esclaves pour en tirer un plus grand profit. C'est un cas quand même assez marginal et qui d'ailleurs se crève bien au capitalisme lui-même, comme le système colonial l'a montré. Et pour finir, la monnaie, c'est quelque chose qui servait à régler les obligations sociales, statutaires dans nombre de sociétés. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé pour la vente. Ce système de l'étalon or dont je parle, vous le remarquerez, c'est un produit tardif de l'histoire humaine au fond, très très tardif. Ce qu'on a construit comme une nature de l'homme, en réalité, c'est une sorte d'invention toute politique de la nature humaine. Et c'est ce qui est très frappant d'ailleurs, très très frappant. Donc voilà, la Terre, dirons-nous plutôt la nature, que l'on appelle la Terre sous le nom des marchandises, l'homme qu'on va appeler le travail, et peut-être une bonne part de certains liens sociaux dans nombre de sociétés, qui va s'appeler la monnaie. Tout cela n'a pas créé pour être vendu. Alors, une petite précision, toutes les sociétés n'ont pas connu la monnaie. Hein. Mais en tout cas, pour des sociétés non marchandes, pré-marchandes qui ont connu la monnaie est un instrument tout à fait important de reproduction des rapports sociaux. Donc toucher à ça, c'est toucher effectivement à ce qui fait société pour ces communautés-là. Il écrit très précisément que quand l'État accepte comme moyen de paiement justement cette monnaie en or, il donne une crédibilité à ce qui, sinon, serait un support qui serait soumis à l'errance des subjectivités. Je m'explique. Qu'est-ce qui fait qu'on va accepter en contrepartie des marchandises que l'on vend de l'or? Si ce n'est une représentation qu'on a de la société comme communauté, et quelque part il y a la garantie étatique qui joue, hein, il y a la garantie communautaire, il y a l'État qui joue, qui fait que on va nous offrir cette contrepartie. Donc, au fond, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette mesure sociale, ce gouvernement des hommes par la mesure des obligations sociales qu'instituait la monnaie, le capitalisme, la société de marché s'en est emparé, a créé d'autres hiérarchies beaucoup plus flottantes, en tout cas qui se donnent en idéal, beaucoup plus fluctuantes, mais elle ne les a aucunement supprimées. C'est ça la question essentielle. Donc de ce point de vue, oui, la monnaie n'est pas une marchandise. Et puis il y a un troisième argument, c'est que à la différence des tomates, nous avons besoin d'agences publiques qui monopolisent la production de monnaie. En tout cas, comme producteur de monnaie légale, comme prêteur en dernier ressort, nous avons besoin de banques centrales. Les expenses de monnaie concurrentielle, ça ne marche pas.
Les concurrences de monnaie sur le marché des échanges, qu'on fait les années 30, ont créé de grands dégâts. Donc, l'histoire a imposé le monopole des instituts d'émission. Vous ne trouverez pas beaucoup d'équivalents dans le champ des productions ordinaires de cela. Et Polanyi dit d'ailleurs, la monnaie est le fruit de la souveraineté. C'est intéressant d'ailleurs. Vous remarquerez qu'on vit en Europe une crise dite de la gouvernance parce que c'est une monnaie sans souveraineté. Et ça ne marche pas. Et on se rend compte que ça ne peut marcher qu'au transfert ou à l'abolition de la souveraineté. C'est une preuve par 9. Le premier mouvement, c'est celui qui consiste à créer des marchés. Et en ce sens, ce qu'on appelle ordinairement le néolibéralisme ne diffère pas vraiment du libéralisme, parce qu'à chaque fois, il s'agit de résoudre un certain nombre de questions sociales, ça peut être la subsistance de l'homme, ça peut être plein d'autres choses, par l'installation, la création de nouveaux marchés. Ça veut dire aussi des réglementations. On voit qu'à chaque fois, enfin, on s'étonne que le néolibéralisme crée de la réglementation, mais c'était le cas du libéralisme aussi. Autrement dit, au mouvement d'institution du marché correspondent alors, des contre-mouvements correctifs, parfois initiés par ceux-mêmes qui ont lancé le mouvement. Ça, c'est très vrai en politique monétaire. On veut instituer l'État noir, on s'aperçoit qu'il y a des baisses de prix catastrophiques, que l'économie est exposée à des déflations incontrôlées. Donc, on crée des banques centrales qui font de la politique monétaire et qui règlent la liquidité. Bon, c'est typique d'un contre-mouvement. On veut créer un marché du travail, mais on se rend compte tout de suite qu'il faut qu'on crée de l'inspection du travail, il faut qu'on réglemente la durée du travail, etc., etc. Et vous remarquez qu'à chaque fois que l'idéologie du désembeddedness reprend de la force, du désencastrement, on va dire il ne faudrait pas qu'il y ait de durée légale à la journée de travail. En permanence, ça se joue là-dessus. Bon, pour ce qui est de la Terre ou du rapport à la nature plus généralement, on voit bien qu'il y a tout un ensemble d'enjeux éthiques sur le fait, est-ce qu'on peut traiter la Terre comme si, au fond, elle était un objet comme les autres, ou la nature. Je renvoie à tous les débats éthiques qui existent là-dessus, qui sont mais sans fin. Parce que là, on se rend bien compte que c'est la finitude de notre monde qui est en jeu. Si on comprend cette société libérale comme la société du double mouvement, c'est une forme de dialectique, mais une dialectique d'un genre un peu particulier qui ne contient pas en elle-même les conditions de son propre dépassement. Trotsky disait qu'il pouvait y avoir une forme catastrophique de la fin de la lutte des classes. Bon. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, rien ne nous garantit qu'au fond, ce double mouvement va engendrer quelque chose de stable. Alors, ce que Polanyi pense, et c'est ça l'origine de la grande transformation, c'est que les régulations qu'on a apportées pour rendre cohérente cette économie de marché, dans cet ensemble qu'on appelle la société de marché, ont enrayé les capacités de régulation originelles du système. Il faut saisir les façons de façon fine et un peu dialectique, c'est-à-dire qu'on a besoin de réglementation pour que le système fonctionne, mais à un certain moment, effectivement, ces réglementations empêchent la reproduction même du système. Il faut le comprendre comme ça. Marx disait, le principal obstacle au capital, à la production de capital, c'est le capital lui-même. C'est un peu une dialectique du même genre qui se déroule. Alors, pourquoi évidemment les conditions, au fond, de limite du système peuvent-elles être atteintes ou déplacées? C'est assez clair. Les conditions techniques. Les conditions techniques, le système technique à un certain moment donné peut déplacer, le champ de la marchandisation est des possibles, l'ampleur des masses humaines qui sont en jeu, de nouveaux rapports à l'environnement, d'ailleurs à sa destruction, comme on le sait depuis Fukushima, tout cela effectivement peut changer. Mais c'est vrai que si on isole un certain nombre de conditions techniques, écologiques et humaines, pour Polanyi, ce système est voué à s'engluer dans ses propres régulations. Le problème n'est plus, je dirais, cette question du marché autorégulateur. À supposer qu'on ait résolu cette question, et après tout, il y a des tendances dans la société qui vont positivement vers la résolution de cette question. Se pose un autre problème,
qui est celui, et c'est sans doute beaucoup plus fondamental, le rapport de l'homme à ses besoins. Et c'est pour ça qu'il lie Galbraith à la question de la pauvreté, et qu'il met en lien, il avoue d'ailleurs que c'est un peu osé, Galbraith et Aristote. Attends, le problème, c'est comme, il ne le dit pas comme ça, mais je suis obligé de résumer, c'est celui de la production sociale des besoins. Pourquoi y a-t-il encore de la pauvreté dans des sociétés qui s'enrichissent sans cesse? Et donc, le problème essentiel, c'est quand même celui des paradoxes de la société de consommation, de la production des besoins, et du fait qu'un dépassement réel de la société de marché reposerait sans doute sur une révolution d'ordre éthique, pour le coup. Cette révolution éthique, elle n'a pas eu lieu, mais il a fort à penser que l'écologie nous y contraindra. Et il y a un jeune historien italien qui s'appelle Cristiano Viglietti, qui réfléchit beaucoup sur la question de la sobriété, et il se sert beaucoup également des travaux de Polanyi. On peut penser que la résolution des paradoxes de la pauvreté dans une société d'abondance pourrait nous être imposée par la création d'éthiques un peu nouvelles. Je pense que, j'y reviens, l'ère de la sobriété que nous allons vivre nous contraindra à des formes de planification. Souhaitons qu'elles se fassent démocratiquement et pas au hasard des rapports de force entre nations, entre classes sociales.